Nasra Al-Oula, bienvenue dans ce journal. Au sommaire ce soir. J-1 pour la rentrée scolaire. Des millions d'élèves gagneront demain, lundi, les bancs de l'école. Un moment en particulier de l'année, souvent synonyme de lourdes dépenses pour les parents. Entre achat des fournitures, frais d'inscription et de transport, la note peut s'avérer parfois salée. À suivre, un reportage à Casablanca. La pénurie d'eau potable sévit durement dans le monde rural. À Tétouan, la commune d'Arwal est en butte à sévère stress hydrique. Les citernes d'eau déployées ne répondent pas toujours à l'urgence. Les habitants lancent un cri d'alarme. Ils peuvent s'avérer très dangereux. Les chiens errants continuent de nuire à la salubrité publique. Plusieurs communes se mobilisent pour les mettre hors d'état de nuire en les stérilisant. Exemple à Oujda où les canidés, parfois de véritables molosses en liberté, sont pris en charge. Bonsoir, avant de développer ces titres, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi sur le plateau le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Encore un drame qui ensanglante nos routes et fauche des vies. Un autocar s'est renversé hier soir sur la route nationale 01 entre la commune Smemo et Tamanart dans la province d'Essaouira. Bilan, 2 morts, 29 blessés, dont 10 graves. Les victimes ont été admises à l'hôpital provincial Sidi Mohamed Nabdla d'Essaouira. Selon les propos recueillis auprès des passagers, le conducteur aurait abordé à vive allure un virage en descente. Selon eux, l'excès de vitesse serait à l'origine du drame. Si vous prévoyez de prendre la route, pensez à mettre la pédale douce, respectez le code de la route et les panneaux de signalisation. Prudence donc, la veille de la rentrée s'annonce chargée sur nos routes. Le Royaume se félicite de la nomination par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de Abdoulaye Bathily au poste de représentant spécial pour la Libye, chef de la mission d'appui de l'ONU dans ce pays. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le Royaume y exprime son plein soutien au nouvel émissaire onusien et affirme son entière disposition à coopérer à ses côtés afin de contribuer de manière effective aux efforts consentis pour que les partis libyennes parviennent au consensus nécessaire pour la tenue des élections législatives et présidentielles en tant que seul moyen pour surmonter la situation actuelle. Et le communiqué de souligner que le Royaume du Maroc, qui a abrité la signature de l'accord politique Khairat le 17 décembre 2015, et a accueilli les séances de dialogue interlibyen à Bousnera, poursuivra son engagement dans les efforts internationaux visant à asseoir la sécurité et la stabilité dans ce pays maghrébin frère. Une rétro de l'actualité de la semaine, comme tous les dimanches, en compagnie du politologue et professeur de droit Moustapha Sahimi, fidèle au rendez-vous toujours. Bonsoir. Bonsoir. Un commentaire peut-être sur la nomination au nouveau poste de représentant spécial d'Antonio Guterres pour la Libye. Le Maroc est intéressé par la question libyenne et intéressé de manière active. C'est le Maroc qui a accueilli de 2014 à décembre 2015 plusieurs sessions donc de discussions et de négociations entre les différentes parties libyennes. Ce sont les accords de Khairat qui restent globalement le référentiel d'une voie de règlement de la situation en Libye. Ce qui est intéressant dans la nomination de cet émissaire, c'est que ça a été laborieux. C'est un responsable sénégalais, le Maroc s'en félicite, mais il faut rappeler depuis 2 ans ce qui s'est passé. Il y a eu la démission du Libanais Hassan Salamé en mars 2020. Il y a eu une proposition faite par l'Algérie pour présenter qui au Conseil de sécurité, parce que la nomination se fait par le Conseil de sécurité, et puis par le secrétaire général de l'ONU, Ramtan Lamamra, actuel ministre des Affaires étrangères. Ça a été refusé. Ça continue. Au mois de juillet dernier, le même Ramtan Lamamra, redevenu ministre des Affaires étrangères donc de son pays, de l'Algérie, a proposé qui? Sabri Boukaddoum, lequel était ambassadeur d'Algérie à New York pendant des années et qui était son prédécesseur au département des Affaires étrangères. Et bien, même chose, ça a été récusé
Pourquoi? Du fait de l'opposition des États-Unis, d'un certain nombre de pays, notamment l'Égypte et les Émirats unis. Donc voilà une situation qui illustre l'échec de la diplomatie algérienne. À 2 reprises, 2 anciens ministres des Affaires étrangères sont retoqués par le Conseil de sécurité, etc. Et voilà enfin le bon choix qui est fait, un responsable sénégalais qui observera de la neutralité sur cette question-là. Et à l'échelle nationale, une rentrée donc pied au plancher pour l'exécutif, revalorisation du SMIC pour les secteurs du commerce, de l'industrie pour certains secteurs, le commerce, l'industrie et les professions libérales, et du SMAC donc pour le secteur agricole. Un soutien non négligeable au pouvoir d'achat des citoyens sur fond d'inflation persistante. Quel impact aura cette aide sur le renforcement du pouvoir d'achat des citoyens et est-ce qu'elle répond aux engagements contenus dans l'accord social? Oui, il y a eu les grands axes de l'accord relatif au dialogue social du 30 avril dernier, donc entre le gouvernement, l'organisation patronale CGM et les syndicats les plus représentatifs. Ça a été scellé, un dialogue articulé autour de plusieurs points. Le premier point, c'était la revalorisation du SMIC 5% au 1er septembre et 5% le 1er septembre 2023. Deuxième point aussi, c'est l'alignement progressif, on n'a pas fixé de date mais ça doit se faire, du SMAC, c'est-à-dire le revenu minimum agricole par rapport au SMIC. C'est tout à fait normal. Il y a également la revalorisation du SMIC de la fonction publique qui est passée de 3 000 à 3 500 dirhams, c'est une bonne chose. Les allocations familiales, on en a parlé, ça passe à 100 dirhams au lieu de 36 pour 4e, 5e, 6e enfant. Pension vieillesse également, le calcul, auparavant c'était 3240 jours, maintenant on a baissé, c'est 1320. Et ceux qui n'ont pas atteint ce seuil de cotisation de 1320 peuvent récupérer leur cotisation. Donc c'est déjà un petit véhicule. Et puis il y a d'autres choses qui ont été inscrites dans cet accord cadre de dialogue social. Il y a la réforme du Code du travail, c'est important. Et sur ce plan-là, la CGM est extrêmement sourcilleuse parce que ça fait partie des engagements pris par le gouvernement. Et c'est une condition du SMIC de 5% le 1er septembre 2003. Problème de la flexibilité, du droit de grève aussi, et puis il y a d'autres mesures qui ont été prises, un mécanisme d'observation donc de la vie sociale et du dialogue social, une académie de formation, et puis l'institutionnalisation de ce dialogue social. Tout ça pour dire que c'est bien, il y a un processus, mais il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, pour le pouvoir d'achat, évidemment, c'est difficile. L'inflation, elle est de 7% aujourd'hui. Elle est de 7%. On l'a dit pour les produits alimentaires, elle est jusqu'à 12%. Plus ce gros budget qui est une contrainte pour les budgets des familles, c'est la rentrée scolaire. Exactement. Alors, le HCP vient de donner des chiffres ces jours-ci sur les dépenses scolaires. C'est à peu près 1600 dirhams en moyenne pour les familles dont les enfants sont scolarisés dans le secteur public et plus de 7000 dirhams pour les enfants dans le secteur privé. Donc c'est une charge importante et donc il faut voir comment aider, pourquoi pas après tout peut-être un chèque l'année prochaine, maintenant c'est trop tard, mais un chèque scolarité comme ça se fait en France, ailleurs, etc. Et puis aussi, même si les moyens de l'État sont limités, de nouvelles pistes de réflexion. On attend maintenant le RSU, qui est le registre social unique, qui permet, lui, de cibler des populations et donc de leur apporter une aide spécifique, dont nous en sommes là. Mais évidemment, la détérioration du pouvoir d'achat doit être prise en considération par le gouvernement. Et on va voir dans le projet de loi de finances 2023 quelles sont les mesures particulières qui vont être prises dans ces différents domaines. Monsieur Srimi, sur le plan régional, la semaine que nous quittons a été émaillée d'incidents diplomatiques, absence du Maroc de la TICAD 8, vague d'indignation au sein de la communauté internationale, dont celle du partenaire principal du sommet, le Japon, qui est revenu avant-hier, dont le chef de la diplomatie est revenu avant-hier avec une mise au point claire. La position de son pays concernant le Sahara marocain demeure inchangée. Quelle lecture faites-vous de la déclaration du responsable nippon ? Il faut rappeler ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la République Fantoche, la RSD, a été admise en violation des règles de procédure. Il y a une liste qui avait été arrêtée de 50 États au niveau des pays invités, avec l'accord de la Tunisie haute et le Japon. Cette liste n'a pas été respectée puisque est venue donc la RSD. Pourquoi la RSD était présente, cette entité fantoche? Du fait de la complicité
et de la duplicité de la Tunisie. C'est la Tunisie qui a fait valider cela avec les conditions que vous savez, l'accueil, tout ça, etc. J'y reviens pas. Et il y a eu une mise au point intéressante du Japon. Le Premier ministre ne s'est pas rendu à Tunis. C'est quand même intéressant. Deuxième point, il y a eu cette clarification lors d'une visioconférence de notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avec le ministre des Affaires étrangères japonais, son homologue, M. Yoshimasa Hayashi, et des précisions, comme vous l'avez donné, ont été faites pour une clarification. Le responsable de la diplomatie japonaise a regretté l'absence du Maroc, le qualifiant de partenaire incontournable. Il a déclaré que le Japon n'avait pas invité l'entité fantoche et qu'il avait rappelé cela à la Tunisie. C'est la Tunisie donc qui est fautive, etc. Et sur ce plan-là, il a réitéré également ceci, que la position du Japon était sans équivoque. Il y a aussi l'implication, il faut le dire au moins une fois, du président de la Commission africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, qui lui a envoyé l'invitation. Nous avons vu ce texte-là, d'ailleurs, qu'il a signé ses propres mains. Donc voilà une situation qui est clarifiée et de grandes potentialités existent pour ce qui est de la coopération, du partenariat Maroc-Japon. C'est extrêmement important. Et le soutien de la souveraineté du Maroc sur son Sahara ne cesse de s'étoffer. Pas moins de 27 représentations diplomatiques implantées dans nos provinces du Sud. C'est une dynamique qui se confirme par la tenue imminente d'une réunion ministérielle des pays ayant ouvert leur consulat dans les provinces du Sud. Quel intérêt de cette initiative du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, dans ce contexte d'évolution que connaît, l'évolution positive que connaît la question de l'intégrité territoriale du Royaume? D'abord, l'état des lieux. Où on en est dans la question nationale sur le plan international. Dans 12 jours s'ouvre l'Assemblée générale des Nations Unies pour une session qui va aller jusqu'à la fin de l'année, peut-être même au-delà. La position du Maroc est encore plus confortée qu'il y a un an. Pourquoi? Du fait des reconnaissances, du fait de la priorité donc accordée par un certain nombre de puissances au projet marocain, l'Allemagne évidemment, l'Espagne, d'autres pays, les Pays-Bas, etc. La liste est connue. Donc nous sommes dans une position encore plus améliorée que par rapport à septembre 2021. Deuxième point qui conforte notre position, c'est la dynamique. Vous y avez fait référence à juste titre, une dynamique avec toutes les semaines, tous les mois, un pays qui décide d'ouvrir un consulat général, soit à Dakhla, soit à Laayoune. Il y a 3 jours, c'était le Cap-Vert, le Cabo-Verde qui a ouvert, donc c'est important. Nous avons 15 consulats maintenant à Dakhla et 12 à Laayoune. Donc nous sommes dans une dynamique porteuse avec des résultats significatifs. Et puis, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a annoncé que prochainement, probablement dans les 2 semaines qui vont venir, aurait lieu à Dakhla ou à Laayoune, dans les provinces aériennes en tout cas, une conférence ministérielle des 27 pays qui ont ouvert des consulats généraux, soit à Dakhla, soit à Laayoune. C'est important, c'est-à-dire que c'est une dynamique qui capitalise des acquis et qui va plus loin. J'ajoute pour l'agenda que le 18-19 septembre courant se tient précisément à Dakhla, Forum international des investisseurs du Maroc, d'Europe, d'ailleurs, etc. Donc il y a là quelque chose qui est en train de se faire et qui va peser quant à l'appréhension de la question nationale par le Conseil de sécurité, puisque cette question va être inscrite à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en octobre pour une nouvelle résolution à la fin octobre. Encore un mot. L'émissaire personnel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, donc M. Staffan de Mistura, et depuis vendredi et samedi, il y a 2 jours, donc il finit une tournée dans les camps de Tindouf. Question, est-ce qu'il va aller à Alger ou pas? On ne sait pas. Pour la Mauritanie, ça pose pas de problème. Mais c'est intéressant parce qu'il va prendre compte du fait que le processus onusien arrêté par la résolution 2602 est un processus qui est bloqué par qui? Par la mauvaise volonté de l'Algérie qui se considère que ce processus est obsolète et contre-productif. Autant d'éléments dont il va rendre compte dans son rapport au Conseil de sécurité début octobre. Et le Conseil de sécurité aura tous les éléments donc pour voir
qui veut quoi et pourquoi. Mostafa Sahimi, professeur de droit et politologue, merci pour ce décryptage. Et on enchaîne avec la rentrée scolaire. C'est donc demain que démarre l'école pour des millions d'élèves de la maternelle au lycée. Chaque année, c'est le même rituel. Si vous êtes parent, vous avez sans doute sous les yeux la liste des fournitures. Vous êtes sûr que rien ne manque dans le cartable. Mais combien cela vous a coûté? On fait le point sur le budget de la rentrée scolaire. Un reportage à Mohamed Zia, il est signé Amin Hennawi, Abdelrahman Ziane et Iman Ablou. Tout juste rentrée des vacances d'été, les parents d'élèves font face à une rentrée scolaire de plus en plus chère. La scolarité n'a pas été épargnée par la flambée des prix et c'est avant tout dans les cartables des écoliers que l'inflation pointe son nez. À vrai dire, le budget de la rentrée scolaire dépend surtout des établissements dans lesquels les parents inscrivent leurs enfants. Personnellement, j'ai fait le choix de placer mes enfants dans une école privée. Le budget me coûte cher. Je débourse dans les 15 000 dirhams si je compte les frais des fournitures, des manuels et des vêtements. Les temps sont durs. Les prix sont en hausse cette année, surtout lorsqu'il s'agit de l'enseignement privé. Rien que les frais des manuels scolaires et du cartable peuvent aller jusqu'à 4 000 dirhams pour chaque enfant scolarisé. Un chiffre confirmé par l'enquête nationale sur les sources de revenus. 4 400 dirhams, c'est le budget moyen consacré annuellement pour les dépenses de la rentrée. En réalité, les frais de la rentrée varient selon les écoles. Certaines écoles de l'enseignement privé imposent la vente aux parents des manuels des langues étrangères. Ça commence à 300 dirhams pour grimper à 2000, voire 3000 dirhams. Un constat qui se confirme d'année en année selon le HCP. En 20 ans, les dépenses de scolarisation des enfants ont été multipliées par plus de 3,4, avec un grand écart selon les secteurs d'enseignement. Anticiper, c'est donc le maître mot pour gérer son budget de la rentrée. Anticiper, les habitants de la commune de Taroual à Tétouan le font tous les jours pour boire ou abreuver leur bétail en eau potable. Les villageois doivent attendre l'arrivée de camions-citernes déployés par la commune. Excédés par la pénurie d'eau potable, les habitants appellent à une solution plus durable. Il leur faut parfois traverser des kilomètres pour trouver un point d'eau. Dans les douars lointains, les puits sont à sec et l'eau est désormais acheminée grâce aux camions-citernes. On souffre beaucoup de la pénurie d'eau et lorsqu'on va chercher de l'eau dans les puits, il faut descendre à 15 mètres de profondeur. Nous avons du mal à faire remonter l'eau car elle est de plus en plus rare. Parfois, il faut aller chercher l'eau dans un autre douar. Mais depuis août, la commune nous a fait acheminer l'eau via les camions-citernes. J'habite Douar Meknassi et on a un sacré problème d'eau. On est donc obligé d'aller chercher l'eau ailleurs. L'eau manque et la citerne n'arrive que de temps en temps. Avec leur réservoir pouvant contenir entre 2000 et 4000 litres d'eau, 15 minutes suffisent à vider les cuves. Une fois recueillie, l'eau sert à alimenter les besoins des villageois, mais aussi à nourrir le bétail et à irriguer les champs. Une aide précieuse, mais encore dérisoire. On demande des solutions concrètes et réalistes, car la citerne ne répond pas réellement aux besoins de la population. On demande aux autorités de réagir. La situation est vraiment alarmante. Il y a beaucoup de douars qui n'ont pas accès à l'eau. La commune a besoin d'un investissement de 90 millions de dirhams pour pouvoir creuser des puits là où il n'y a pas de canalisation. Les faibles précipitations observées cette année mettent à mal l'effort des autorités afin de répondre aux besoins en eau des villageois. Le monde rural est le premier impacté par la pénurie d'eau. Ils ont été à l'origine de nombreux drames et même de décès dans notre pays. Des meutes sèment la terreur et la tragédie. Ils sont plus de 2 millions de chiens errants à s'installer dans nos rues. Des meutes non sans danger dans le milieu urbain, mais aussi dans le monde rural où ils peuvent être particulièrement féroces. Plusieurs communes se donnent les moyens pour y faire face. À Oujda, par exemple, on troque l'abattage contre des campagnes de stérilisation.
TNR, Trap, Nurture, Release, comprenez attraper, stériliser et relâcher, une méthode reconnue par l'Organisation mondiale de la santé animale qui a fait ses preuves dans de nombreux pays. Rachid Tabi pour le commentaire. La prolifération des chiens errants non stérilisés est arrivée à sa limite à Oujda. Jour comme de nuit, des centaines de chiens, parfois dangereux, envahissent les artères et rues de la capitale de l'Oriental. Le phénomène menace la sécurité et la quiétude des habitants. Comme vous le savez, l'opération d'abattage des chiens errants est strictement interdite par la loi. Pour gérer le problème, nous avons mis sur pied une structure pour accueillir 66 chiens errants. Elle sera bientôt agrandie. Nous allons bientôt construire un dispensaire pour la stérilisation et la vaccination des chiens errants. L'opération de stérilisation et de vaccination des canidés en liberté est lancée depuis quelques semaines à Oujda. Un début de solution à ce fléau. Nous avons déjà capturé 88 chiens errants. 41 ont été castrés. Nous leur avons administré des médicaments antiparasites en plus de la stérilisation. Nous marquons les chiens avec des boucles visibles aux deux oreilles. La méthode TNR, traduisez, capture, stérilisation, relâche, reconnue par l'Organisation mondiale de la santé animale, couvrira l'ensemble du territoire national. Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger sont les premières villes pilotes de cette opération. Triste jour pour la chanson marocaine. L'artiste et chanteur marocain Fethallah El-Mrari est décédé hier soir à l'âge de 82 ans dans un hôpital à Rabat des suites d'une maladie, a-t-on appris auprès de sa famille. Fethallah El-Mrari a profondément marqué l'histoire de la chanson marocaine grâce à son répertoire riche, repris par plusieurs artistes. Allah ala raha, Fayne Kal Habib, Wallah Manta Ma'ana sont entre autres les chefs-d'œuvre de l'artiste. Le défunt fut également un grand parolier. Il est derrière le succès des chansons comme Mriara, Kassiblar et Mohalim Sakibel, dont il a écrit les paroles. En plus de chansons patriotiques, Nida Al-Hassan, qui a écrit à l'occasion de la marche verte. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Et puis cette bonne nouvelle pour les amoureux des coups de fer, une structure golfique flambant neuve vient d'ouvrir ses portes à Tanger. Le parcours longe la côte atlantique s'étendant vers Asila. Baptisé Houara, ces greens ont été inaugurés par 2 golfeurs de renom. Découverte avec Anissa Boumehdi, Saïd Najah et Boubkar Mrabrit. Vijay Singh, Graham marche sur le parcours du tout nouveau golf de l'Houara de Tanger. Il est signé des mains prestigieuses des 2 joueurs légendaires. Le golf est constitué d'un magnifique 18 trous et d'un 9 trous compact, éclairé. Votre pays merveilleux, je le connais depuis à peu près une trentaine d'années. Et je suis venu ici en 2021 pour ouvrir et redonner vigueur au parcours d'Al-Houara qui n'avait pas été ouvert depuis 4 ans. Et j'ai cette fierté et cet avantage de pouvoir l'ouvrir, d'avoir ouvert avec vraiment à remonter des équipes qui permettent bien sûr d'entretenir ce parcours. Et surtout l'accent que ce dont je voudrais dire et surtout ce que je voudrais parler, c'est que ce golf va être et doit être une émancipation complète et une émancipation complète pour la ville de Tanger. La qualité de notre parcours est juste incroyable. On a utilisé plusieurs types de gazons et notamment les gazons qui ne demandent pas nécessairement un grand approvisionnement d'eau. Et on a un centre également de renouvellement et toute la synergie d'arrosage automatique est faite avec de l'eau usée. Le golf s'étend sur une superficie de 110 hectares et permettra de dynamiser l'activité touristique de la ville du Détroit. Ce projet est très important. Nous comptons, grâce à ce golf, encourager la destination touristique de la ville. 2 tiers du projet sont déjà réalisés en attendant de terminer l'infrastructure hôtelière et autres dépendances.
Alors Ouara Golf Club, un parcours unique sur les bords de l'Atlantique, couvé par une forêt protégée, et c'est entre Tanger et Asséla. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, le retour de l'information avec le journal La Maïsia. Très belle soirée à tous sur Al-Oula.